même là, en le réécoutant, j'ai des petits frissons. Voilà, je ne vous cache pas qu'on est comme tout le monde, on est humain aussi. On a beau de journalistes, on a beau se blinder, on a toujours des reportages un peu coup de cœur. Si vous comptez aujourd'hui le nombre de journalistes handicapés, vous le comptez pratiquement sur le lieu de main. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour. Alors on va avancer un petit peu. Et c'est juste ici. Il y a une petite mallette qui est un peu déjà ouverte. Tu peux l'ouvrir un peu plus. Ah, c'est un ballon de foot. Oui. Et un avion. J'ai donc joué, j'étais à Saint-Mandé, en fait, au club de Saint-Mandé, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, où j'ai été plusieurs fois champion de France et j'ai aussi eu la Coupe de France. Et j'ai aussi joué en équipe de France, où j'ai fait 2 championnats d'Europe et une Coupe du Monde au Brésil en 2002. J'aime beaucoup les avions, mais depuis que j'étais tout petit, en fait. Comme tout petit, je partais tout le temps en vacances, je prenais tout le temps l'avion. Et j'ai toujours été passionné par les transports en général, par les avions, les trains, les métros, et ça depuis l'âge de 3 ans. Enfin, depuis 3-4 ans, j'adorais jouer au train à la maison, j'adorais les avions, les métros, jouer au métro à la maison et au train, et les voitures. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est transport, et ce depuis mon plus jeune âge. Mais comme j'ai rejoint le service éco, je leur ai dit que, écoutez, voilà, j'ai cette passion, enfin, ça a toujours été pour moi une passion, et j'ai surtout cette connaissance, et qui n'existait pas en plus à l'époque. À l'époque, on avait un petit service économie. Moi, je suis arrivé en 2012 au service éco de France Culture. À l'époque, il n'y avait pas forcément de spécialistes dans tout ce qui est ces questions-là. Contrairement à France Inter, où il y avait des spécialistes pour l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile. Et du coup, j'en ai profité en proposant mes services. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi assouvir ma passion en faisant des choses extraordinaires, notamment en faisant des traversées transatlantiques dans un cockpit d'avion, voilà, mais en reportage cette fois-ci. Et c'est vrai que après, on n'est pas là pour faire ses passions. Quand on bosse, on est pro. Même si on a des yeux d'enfant. Et par exemple, pour vous donner une petite anecdote, c'est drôle parce que ça fait pratiquement 2 ans jour pour jour, ça fera 2 ans dans quelques jours, j'ai réalisé un vrai rêve d'enfant qui était d'aller dans une cabine de TGV. Et comme j'ai fait un sujet sur la grande vitesse et particulièrement sur comment connecter les lignes à grande vitesse en Europe, donc j'ai pu, il y a 2 ans, aller carrément dans une cabine de TGV à 300 à l'heure pour faire mon reportage. Et je ne vous cache pas que là, effectivement, j'avais des étoiles dans les yeux, même s'il fallait rester pro jusqu'au bout. Mais je ne cache pas qu'en rentrant, il y avait beaucoup d'émotions, le boule au ventre, avant de mettre le micro pour commencer à travailler. On s'arrête juste là. Nickel. Un site majeur de la construction de cette nouvelle fusée Ariane, en allant de la banlieue parisienne jusqu'à la Guyane, en passant par l'Allemagne. Et effectivement, nous commencerons notre visite tout d'abord au Mureau. C'est là qu'est pensé, qu'a été imaginé Ariane, mais c'est aussi là qu'est fait l'étage principal d'Ariane 5, mais il y a désormais aussi d'Ariane 6. Nous verrons comment les méthodes de fabrication ont été changées pour réduire les coûts. Nous nous rendrons ensuite à Vernon. Oui, dans ce grand reportage que je voulais vraiment dès le départ, c'était de montrer que comme pour Airbus, Ariane est un projet européen. Et moi j'aime beaucoup les questions d'industrie, que je traite beaucoup à la rédaction. La petite fierté, c'était d'avoir pu partir un peu partout en Europe pour expliquer à l'auditeur les différents moments de la chaîne, et surtout, ce qui est compliqué pour nous quand on fait des sujets comme ça, c'est que ce sont des sujets extrêmement techniques. Enfin, le spatial, les sciences en général sont des sujets techniques qu'il faut savoir vulgariser sans non plus trop vulgariser, justement. On est aussi sur France Culture, avec des auditeurs qui sont aussi des chercheurs, des enseignants, mais pas que. Donc c'est important de parler à tous les publics sans non plus dénaturer les choses. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce reportage-là, c'est d'avoir pu partir au Mureau là où vraiment on fait le montage de la fusée, à Vernon où l'on fabrique les moteurs, en Allemagne où on fait aussi une partie de la fusée, et ensuite en Guyane pour l'assemblage final. Voilà, c'était important pour moi de le montrer, c'était beaucoup de travail. J'ai eu la chance qu'aussi mes chefs me laissent partir longtemps, parce que vous imaginez bien qu'entre la France, l'Allemagne et la Guyane, c'est beaucoup de temps de tournage aussi. Mais voilà, pour moi c'est important d'être pédagogue surtout, et c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je fais des reportages, quels qu'ils soient, surtout moi qui parle beaucoup de l'industrie, c'est d'être extrêmement pédagogue avec nos auditeurs pour comprendre. Voilà, moi je suis spécialiste, mais je pars toujours du principe que je ne suis pas là pour me faire plaisir, mais je suis là pour être au service de l'auditeur. Et bonjour à tous, c'est Sonia Princet, ta collègue de France Inter. Nous avons eu tous les deux à traiter des questions d'éducation, tu t'occupes aussi des sujets transport. Et j'ai donc une question concernant notre pratique journalistique. Dans ces 2 secteurs, les syndicats sont très présents, voire assez puissants. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses avec ce qui relève de la communication ? Comment ne pas tomber dans les pièges de la parole officielle du ministère ou du gouvernement et de la parole syndicale ? Et plus globalement, dans ces 2 secteurs, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu es confronté ?
À très bientôt Hakim et bonne journée à tous. Oh, c'est trop mignon, Sonia, ma chouchoute, Soso. Écoutez, c'est une belle surprise, là, je ne sais pas du tout à Sonia. Effectivement, Sonia était étudiante à l'ESJ en plus. Donc là, pour le coup, vous avez frappé fort, là. Alors effectivement, dans ce que dit Sonia, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, effectivement. Pour nous, ce qui est important en tant que journaliste, c'était bien savoir, de ne pas se laisser emporter par ce que disent les uns et les autres, en fait. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que c'est un syndicat que forcément il a raison, et c'est pas parce que forcément c'est un patron, un ministre qu'il a tort. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, il y a toujours ce travail, ce recul à avoir. Moi, par exemple, ce qui m'aide, c'est que n'ayant pas, par exemple, d'enseignants de ma famille, donc du coup, je me laisse un peu moins emporté, on va dire, par la passion et par le côté émotionnel. Voilà, donc j'ai pas, entre guillemets, j'ai pas d'intérêt. Voilà, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de parents profs ou de cousins, de cousines qui sont profs. Donc vraiment, j'essaie de faire mon travail de la manière la plus honnête possible. Et après, la difficulté pour moi aussi, c'est qu'ayant deux spécialités, en général en a qu'une, c'est vrai que des fois au quotidien, c'est pas facile, Radio Nationale comme France Culture. On est très écouté par les profs, les enseignants, et aussi à la fois très écouté par les grands patrons dans le monde de l'industrie, que je suis aussi. Donc on doit être aussi extrêmement précis, et donc ça me demande beaucoup de travail de veille notamment. Ça veut dire que moi, je vais beaucoup travailler le week-end aussi, je vais beaucoup lire, parce que je dois aussi bien maîtriser la réforme du bac que la fusion entre Alstom, par exemple, et un grand groupe européen. Voilà, je dois maîtriser vraiment à la fois les sujets très techniques en éducation et les sujets très techniques dans l'automobile, que ce soit l'industrie. Je m'appelle Maël en partie. Je suis en 4A à Vitagliano. Alors qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici C'est parce que tu as décroché avant, quand tu étais en 6e, en 5e? Ouais, un peu. J'avais entre 9 et 6 de moyenne. C'est un reportage qui a été extrêmement émouvant à faire, de par les témoignages que j'ai pu avoir, même là en le réécoutant, j'ai des petits frissons. Voilà, je ne vous cache pas qu'on est comme tout le monde, on est humain aussi, on a beau de journaliste, on a beau se blinder, on a toujours des reportages un peu coup de cœur, voilà, où on est vraiment touché par les gens qu'on rencontre et par le témoignage qu'on écoutait. Celui-là, il en fait partie. Et pour nous, ce qui est compliqué quand on fait un grand reportage, encore plus sur les sujets difficiles comme celui-ci, on va vraiment dans l'intimité des gens, parce que là, entre guillemets, c'est pas valorisant pour eux. Là, ils parlent de leur décrochage, du fait qu'ils vont pas à l'école, ils ont des problèmes de comportement, des incidents des enseignants. Et quand on fait un grand reportage, c'est un peu la loterie, au sens où on a beau se préparer à l'avance, on a beau demander aux gens qu'on va voir ce qu'on voudra voir. Après, c'est la loterie. Parce que quand on fait un grand reportage, il faut que le témoignage soit dans la longueur. C'est pas juste 20 secondes qu'on va extraire pour un petit sujet comme on fait dans les journaux. Et là, c'est vrai qu'en partant, j'avais cette petite appréhension de me dire, est-ce que j'aurais des... Et puis c'est des enfants en plus, à 11-12 ans, c'est pas évident de pouvoir avoir de l'analyse, du recul sur soi, de pouvoir expliquer les choses. Et encore plus, quand c'est un sujet compliqué comme celui-ci. Donc oui, Maël, il fait vraiment partie des personnes qui vont beaucoup toucher dans ce reportage-là. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, car tout le monde était bon. Tout le monde était bon, et quel que soit ce qu'ils ont pu traverser avant, ils m'ont tous parlé à cœur ouvert. Et ça, je les en remercie, parce que c'est pas évident pour eux de... Et c'est vrai que après aussi le travail du journaliste, parce que c'est aussi à nous de les mettre en confiance pour qu'ils nous parlent. Donc c'est un peu dans les deux sens, il n'y a pas que. C'est aussi à moi de les mettre en confiance. Donc il y a tout un travail au début avant d'enregistrer, on est là pour les rassurer, on essaie un peu de prendre la température aussi. Voilà, on n'arrive pas tout de suite, bam, on donne le micro et parle-moi. Non. On arrive, on se présente, on discute un peu avec eux, on les sonde. Alors. Hop. Donc là, on va te les décrire, on va te demander de choisir un canard. Ah ben j'ai choisi le canard capitaine. Alors déjà c'est par rapport au sport, parce qu'effectivement en tant qu'ancien footballeur, même si j'étais pas capitaine, mais voilà, ça me fait penser un peu au football, mais c'est parce que aussi dans le caractère, j'ai toujours aimé, mais dans le bon sens du terme, hein, j'ai toujours aimé être un meneur, un leader, emmener les gens avec moi, voilà, donc disons que ça correspond à mon caractère de battant. Parce que dans la vie j'ai toujours dû me bagarrer par rapport à mon handicap. Donc c'est pour ça que je trouve que le capitaine correspond bien à mon parcours et tout ce que j'ai dû faire pour y arriver et à mon caractère en général avec les gens. Voilà, comme je suis quelqu'un qui aime bien aussi aider, mais être un peu leader, toujours partir de l'avant, foncer et relever des challenges. Moi je suis quelqu'un qui aime bien pousser les barrières. On m'a souvent dit tu bois pas parce que tu vois pas. Et moi au contraire, plus on me dit que je peux pas et plus j'ai envie d'y arriver. Parce que j'ai toujours une devise dans la vie, que ce soit perso ou pro, c'est de me dire qu'il faut toujours tenter pour ne pas avoir de regrets. Donc là, on va à gauche. Il y a juste un petit fil dans le prochain pas. Voilà, nickel. Et hop, et là, le fauteuil. Allez, comme chez le psy. Alors en fait, lorsque je suis devenu journaliste spécialisé en éducation, c'était pas du tout une volonté de ma part, hein, c'était pas initialement prévu. Je ne vous cache pas qu'au début, quand j'ai commencé l'éducation, j'avais vraiment peur.
Notamment quand j'ai fait la conférence de presse de rentrée, c'est toujours le grand classique pour les journalistes d'éducation. L'un des points d'orgue, c'est la conférence de rentrée du ministre à la rentrée, une semaine avant la rentrée. Ma première réaction a été « Mais qu'est-ce qu'il y a comme cycle ? Je ne comprends rien en fait. » Je me sentais totalement perdu. Je me suis dit « Comment je vais faire mon direct à midi et demi ? C'est vraiment extrêmement technique, comment je vais faire ?» Et après, tous mes confrères m'ont rassuré, ils me disent « Ne t'inquiète pas, Hakim, c'est normal, l'éducation c'est très compliqué, c'est très technique, il faut au moins 6 mois, 1 an pour tout maîtriser, donc t'inquiète pas, on t'aidera. » Pour vous raconter une anecdote, quand j'étais CDD à Radio France, l'endroit où on avait le plus peur de venir, avec mes camarades CDD, on était terrorisés dès la France Culture. Parce que quand on est à France Culture, pour nous, c'était c'est comme si on arrivait à Normal Sup ou à l'ENA, quoi. C'était vraiment, comme on dit en football, la Ligue des Champions, quoi, la Coupe du Monde, en fait. Et nous, on était terrorisés, mais on se dit, mais mon Dieu, nous, qui on est en tant que petit CDD pour parler, voilà, des gens qui nous écoutent, qui sont normaliens, qui sont des gens extrêmement intelligents, brillants. Et nous, on se sentait tout petits. Et je ne vous cache pas qu'avec mes camarades CDD, beaucoup d'entre nous, on avait peur de la France Culture pour ça. Parce qu'on se disait, comment je vais faire pour faire un sujet en 2 heures à la façon France Culture qui soit extrêmement rigoureux, exigeant. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui encore, il y aura bien un jour, il faudra arrêter l'éducation, hein, mais j'aurais beaucoup de mal à arrêter parce que ce qui me plaît beaucoup dans l'éducation, c'est que c'est une discipline, une matière, une spécialité qui vous permet de rester connecté avec la vraie vie. Voilà, on va dans les écoles, on voit les problématiques sociales. L'éducation, ça veut dire aussi former les enfants, les futures générations. Il y a vraiment un rôle sociétal très important à l'école, en fait. Tout commence là. Et pour moi, je dis qu'en tant que reporter, voilà, c'est important pour moi pour rester connecté à la vraie vie et au monde en général. Très souvent, le ministère va vous envoyer dans l'école modèle, le collège modèle, le lycée modèle, où tout va bien, où tout se passe bien. Mais nous, c'est pas forcément là qu'on veut aller. Nous, on veut aussi partir dans les établissements où il y a des difficultés. Alors, je ne vous cache pas que très souvent, ce qu'on doit faire, quand malheureusement on n'a pas les autorisations, on doit passer, on doit bidouiller un peu. Hein. On passe par les syndicats, ou très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les syndicats ou les parents d'élèves, par exemple, ailleurs qu'à l'école, en fait. On va les voir à côté de l'école dans un café ou dans un appartement, parce que très souvent, l'éducation nationale, surtout quand c'est des sujets polémiques, sur les suppressions de postes ou quand il y a des soucis de violence, par exemple, on doit malheureusement contourner un peu. C'est aussi notre métier de journaliste, parce que c'est pas parce qu'on est journaliste dans une grande radio française comme France Culture qu'on va là où on veut, comme on veut. En tant que spécialiste éducation, ces dernières années ont été extrêmement difficiles, parce qu'on avait des ministres qui étaient plus politiques que dans l'humain, en fait. Alors, on avait des ministres qui pensaient plus à faire de la communication et à montrer le bien public qu'ils étaient dans l'action. Et puis, il y avait un côté aussi un peu démago aussi, vous savez, de dire, vous voyez, on chimise de l'action, avec des ministres qui veulent faire plaisir aux parents d'élèves en disant, vous voyez, c'est la faute des profs, enfin bref. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu beaucoup de tensions ces dernières années, parce que déjà, il y avait trop de réformes, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation, c'est le temps long. Quand vous mettez en place une réforme, il faut plusieurs années pour en voir les effets. Sauf qu'un ministre, quand il est là pour quelques mois, surtout ces derniers temps, il est là pour une période déterminée. C'est un peu comme un CDD, court ou long, mais en général, quand ils sont là, c'est pour des contrats courts. Et sauf qu'on a eu certains ministres qui étaient plus là pour faire les coups politiques, parce que aussi, c'est comme ça qu'au ministère, c'est aussi une manière d'avoir un tremplin aussi pour la suite, que des ministres qui étaient vraiment là pour le goût de l'école, en fait. Nous, en tant que journalistes, quand on défend les mails des auditeurs, soit on est taxé d'être pro-gouvernement, ou soit, au contraire, on est taxé d'être pro-prof et pro-syndicat. Et dans l'automobile, c'est pareil. Dans l'automobile, je vais avoir les pro-voitures et je vais avoir les gens, entre guillemets, qui soutiennent l'écologie, qui vont me dire qu'au contraire, que je dénigre l'écologie, voilà, et que je soutiens les grands patrons, et vice-versa. Et c'est vrai que les sujets de l'éducation, l'environnement, Israël-Palestine, c'est vraiment des sujets extrêmement clivants, et ça, on le vit au quotidien. Donc, en tant que journaliste, de toute façon, je suis là pour être objectif, et pour moi, le plus important, c'est de donner vraiment à chaque fois les deux avis. Moi, je ne suis pas militant, je suis journaliste. Donc, lorsque je parle du véhicule électrique, par exemple, je vais à la fois parler des avantages, mais aussi des inconvénients. Oui, la voiture électrique n'émet pas d'émissions de CO2, mais quid du recyclage des batteries. Voilà, c'est-à-dire que quand on écoute France Culture, on est vraiment sur le fond, et on n'est pas dans le sensationnalisme, et on n'est pas dans l'émotionnel. On est vraiment sur le fond. Et je pense que c'est ce que veulent les gens. Moi, de plus en plus, quand je vois les gens sur le terrain, ils disent voilà, moi avant, j'écoutais pas France Culture, mais j'aime beaucoup vous écouter parce que chez vous, on n'est pas dans les polémiques. Voilà. Chez vous, on n'est pas dans les polémiques, on est vraiment dans le fond des sujets. Et c'est ce qu'aiment beaucoup les gens en venant chez nous, en fait. Donc, je m'attache à la fois à être très objectif dans mes sujets et aussi à la fois être très pédagogue. Parce que les gens qui m'écoutent, qu'ils soient profs ou pas, qu'ils soient mécaniciens, ingénieurs dans l'aéronautique ou le spatial et l'automobile, il faut qu'ils puissent aussi y trouver leur compte. Donc, moi, étant à France Culture, et étant dans le réseau national, j'attache une très grande importance à toujours partir en région pour illustrer mes sujets, pour montrer la différence. Parce que moi, je dis toujours,
et c'est toujours un discours que j'ai avec mes collègues et avec mes chefs, Paris, ce n'est pas la France. Et d'ailleurs, on voit bien quand vous voyez par exemple, quelles que soient les élections, vous voyez bien que les gens ne votent pas de la même manière à Paris ou en région, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. À Paris, bon, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté à Paris, mais on est plus touché par la pauvreté et les difficultés sociales avec l'inflation quand on est en région et quand on doit avoir une voiture et on doit payer cher son carburant, que quand on est parisien et qu'on prend le métro pour aller travailler. Donc moi, même si ça demande beaucoup de travail, je m'attache, notamment quand je fais des formats longs, de 2-4 minutes, à toujours illustrer en région, que ce soit en éducation ou dans le secteur automobile, pour vraiment montrer les vraies problématiques auxquelles sont confrontés nos concitoyens. Je vais dire Airbus parce que je suis européen, mais objectivement, je voudrais aussi dire Boeing, parce que même si Boeing a de grosses difficultés, il ne faut pas oublier que dans l'aéronautique civile, c'est quand même, Boeing a joué un très très grand rôle historiquement. C'était la première compagnie à faire des gros avions, le C-147 c'est Boeing, c'était le premier jumbo jet au monde. Je dirais celui qui devra abandonner, si je vais choisir, les transports. Mais je vous dirais que c'est 41-59. C'est une bonne question, c'est que le podcast, le format, c'est bien pour le fond, mais moi je vous cache pas que j'aime beaucoup le direct en fait. J'ai cette adrénaline, c'est vraiment, entre guillemets, c'est comme une drogue. Moi j'ai besoin d'être en direct, j'ai besoin de faire une conférence de presse à l'arrache, avec un discours de Macron qui se finit à 15, et où je dois faire mon enrobé à 12h30 et monter mes sons à peine en 10 minutes, et tout apprendre par cœur, parce qu'en plus pour moi, par rapport à mes collègues qui voient, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est que moi je dois tout apprendre dans ma tête, et je dois être fluide en plus en même temps. Je n'ai pas de feuilles, c'est-à-dire que je suis vraiment one shot quand je fais mes directs. Donc dans le direct et l'adrénaline du reportage, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Donc j'ai un ingénieur ergonome en fait, qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années, qui lui doit coder, scripter, faire des scripts, afin que je puisse utiliser ces logiciels de manière autonome, parce que moi en tant que non-voyant, je ne peux pas utiliser la souris. Donc très souvent, quand je ne peux pas utiliser la souris, et que les commandes ne sont pas toutes avec des raccourcis clavier, donc, par exemple, dans des zones lointaines, en zone rurale ou montagneuse, il n'y a pas vraiment de train. Donc là, j'ai toujours un technicien qui m'accompagne. Pareil, quand je vais à l'étranger, en reportage, là, j'ai toujours un guide qui m'accompagne ou un technicien. Il faut savoir qu'à Radio France, la chance que j'ai maintenant, c'est que via la mission handicap, il y a un budget spécial pour payer les personnes qui m'accompagnent, afin qu'il n'y ait pas de discrimination avec d'autres collègues, pour pas qu'on puisse dire, non, Hakim, il va pas à l'étranger, parce que Hakim, s'il part à l'étranger, ça coûte 2 fois plus cher parce qu'il faut un guide. Et donc, quand je vais à l'étranger, même sur des terrains compliqués, par exemple à la frontière syrienne ou en Iran, où j'ai pu aller, ou dans les favelas de Rio, des terrains un peu compliqués, ou même des manifestations. La semaine dernière, il y a eu une manifestation de profs. Alors, c'est pas les plus virulentes, certes, mais bon, quand on ne voit pas, vous imaginez bien que là, une manifestation avec 10 000 personnes, c'est pas évident, même si j'ai déjà fait par le passé. Voilà, j'ai souvent fait même d'ailleurs des manifestations seules, à l'époque où j'ai pas le droit des techniciens, à l'époque où j'avais pas de guide. Mais là, dans ces moments précis, ou par exemple, des fois dans des usines, quand ce sont des usines assez compliquées, avec de grosses mesures de sécurité, par exemple Ariane, quand vous montez sur un grand échafaudage à plus de 50 mètres de haut, ça demande des mesures de sécurité, donc tout seul c'est un peu compliqué. Donc voilà, quand c'est des environnements industriels compliqués, ou quand il faut partir loin en voiture, là je demande un technicien. Si vous comptez aujourd'hui le nombre de journalistes handicapés, vous les comptez pratiquement sur le doigt d'une main. Mais malheureusement, et c'est en France en général, les gens aujourd'hui ont beaucoup trop de préjugés par rapport au handicap, quel qu'il soit. Moi je le ressens aussi en tant que citoyen. Alors bonjour Hakim, je suis chargé de la part des étudiants de l'ESJ de te remettre donc ce journal, le journal de ta naissance, tiens que je te tends, donc le Figaro du 31 juillet 1980. Alors si je te dis le titre principal, c'est donc Iran, nouvelle épreuve de force. Voilà. Ça résonne avec l'actualité. Exactement. Pratiquement 46 ans plus tard, on a l'impression qu'on a la même actualité en fait.